Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices de cette journée. Moi, je vais vous présenter une intervention que j'ai intitulée Diversité des trajectoires migratoires sexuelles et préventives des HSH nés en Afrique subsaharienne. Donc HSH pour hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Juste rapidement pour présenter un petit peu mon travail. Donc moi, en fait, j'ai réalisé, avant de faire ce travail postdoctoral, une thèse de doctorat qui portait sur l'articulation du racisme et de l'homophobie et sur la question des discriminations croisées et des effets imbriqués de ces deux dominations ou rapports de pouvoir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce post-doctorat que je mène à l'INED. Et pour le présenter rapidement et de manière très générale, en fait, mon objectif dans cette recherche, c'est d'essayer de retracer les trajectoires migratoires sexuelles et préventives, donc de HSH nés en Afrique subsaharienne, pour voir si on peut identifier des vulnérabilités qui leur seraient spécifiques en termes de santé sexuelle, et notamment aussi pour essayer de comprendre leur rapport à la prévention biomédicale du VIH et notamment l'après. C'est une recherche qualitative par entretien, donc je ne précise pas trop le terrain, mais elle est en cours. Donc les données que je vais vous présenter, en fait, c'est des résultats intermédiaires. Dans cette présentation, je vais poursuivre deux objectifs. D'abord, je vais essayer de rapidement illustrer en fait la diversité des trajectoires des HSH nés en Afrique subsaharienne, et je vais essayer d'insister sur cette diversité pour venir questionner en fait les catégories de santé publique et plus particulièrement la catégorie HSH née en Afrique subsaharienne qui me paraît être problématique, mais je vais y revenir dans la présentation. Un autre objectif, c'est d'essayer de proposer des éléments de réflexion sur la question des discriminations croisées. Donc je vais essayer de vous montrer notamment comment le racisme il a une influence sur l'hétérosexisme et sur des questions préventives. Pour ça, je vous propose une réflexion en deux temps. Donc premier temps, je vais illustrer cette diversité des trajectoires, et deuxième temps, je reviendrai sur les effets imbriqués du racisme. Donc mon premier point, la diversité des trajectoires des HSH nés en Afrique subsaharienne. En fait, derrière cette catégorie hyper générale de santé publique, on a des réalités nationales et locales qui sont en réalité très différentes. Du point de vue de l'hostilité ou l'acceptation de la sexualité entre hommes, du point de vue de la prévention et des socialisations préventives. Et en fait, cette diversité de contextes, qui est abyssale, je dirais, elle va contribuer à dessiner une diversité assez importante de trajectoires. Donc j'illustre ça rapidement à partir de deux cas que je vais contraster. Donc le premier, c'est le cas d'Amadou, qui est un enquêté qui a 34 ans, qui est en fait originaire de Mauritanie. Il vit dans un milieu, il vient d'un milieu rural. Quand je l'interroge, il est en France depuis 5 ans et il est sans papier. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui dans son pays d'origine du point de vue de la sexualité, de sa trajectoire sexuelle, donc avant son arrivée en France. Donc déjà dans l'enfance, il a subi des violences sexuelles. Ensuite, à partir de ses 14 ans, il a plusieurs relations durables de plusieurs années avec des femmes, et il a une relation sexuelle sentimentale avec un homme qui dure 2 ans. Dans ce contexte-là, notamment dans le contexte de cette relation avec un homme, il dispose d'aucun terme pour désigner ce type de relation ou les personnes qui s'engagent dans ce type de relation. Donc pour le dire peut-être plus simplement, il n'a pas de catégorie type homosexuel ou gay ou une déclinaison locale qui ressemblerait à cette catégorie. En lien avec cet aspect et la configuration de sa relation, il n'a donc pas en fait accès à un réseau de sociabilité gay, c'est-à-dire qu'au-delà de cette relation, il ne rencontre pas d'autres hommes qui s'engageraient dans des relations sexuelles et sentimentales avec d'autres hommes. Donc en termes de prévention, pour illustrer sa trajectoire en Mauritanie, donc un petit verbatim d'entretien. Donc je lui demande, d'accord, ok, et est-ce que pendant toute cette période où vous étiez en Mauritanie, est-ce que la prévention, la question du VIH, c'était une préoccupation pour vous? Donc il me répond non, et je lui demande
demande, vous n'aviez jamais entendu parler du VIH ou, et il me dit, si j'entends parler du VIH, c'est un mot que j'entends avant, mais je ne sais pas ça veut dire quoi, je ne sais pas ce que ça signifie. Pour moi, c'est comme toutes les maladies, ça part avec des médicaments. Donc en gros, il ne s'est jamais en fait protégé dans le cadre de ses relations sexuelles, et il y a une connaissance préventive qu'on pourrait qualifier de notre point de vue d'assez lacunaire. Donc, par contraste, une autre trajectoire, donc c'est Jean, il a 41 ans, il est originaire du Burkina, il vit dans une des plus grandes villes, enfin il vivait dans une des plus grandes villes du Burkina, et quand je le rencontre, ça fait 3 ans qu'il est en France, et lui aussi, il est sans papier. Donc là, pareil, sur sa trajectoire sexuelle avant son arrivée en France, donc lui, il a de multiples relations avec des hommes, à la fois épisodiques et quelques relations relativement durables. Il a aussi quelques relations avec des femmes, mais qu'il décrit en fait comme une contrainte à l'hétérosexualité. Hein. C'est pour pas être outé en tant que gay qui s'engage dans ces relations. Et en fait, très rapidement, dès ses 14 ans d'ailleurs, il a une catégorie disponible, la catégorie homosexuelle, pour penser ses relations avec d'autres hommes. Et ça va lui permettre notamment de créer petit à petit, à travers ses multiples relations, un large réseau en fait, de solidarité et d'interconnaissance gay ou homosexuelle. Donc là, pareil, en termes de prévention, donc un autre verbatim, donc je lui demande, et pareil, comme vous aviez 14 ans, est-ce que, donc quand il commence à avoir des relations sexuelles, est-ce que vous entendiez parler du VIH? Et il me répond, oui, en ce moment on savait le VIH, on connaissait le nom du VIH, on l'appelait le sida, pas le VIH, chez nous en tout cas c'était le sida, ouais c'était plus le terme sida qui faisait peur, qui tuait beaucoup de gens, donc on ne pouvait pas ne pas être au courant de ces informations, surtout quand quelqu'un meurt. Et je dois vous dire, toutes les relations sexuelles que j'ai eues au Burkina, même quand je suis arrivé en France, c'était toujours des relations protégées. Donc pourquoi je compare ces deux trajectoires, hein, parce qu'elles montrent bien en fait que les trajectoires sexuelles et préventives, dans cette grande catégorie HSH née en Afrique subsaharienne, eh ben, elles sont hyper différenciées dans les pays d'origine. Et les connaissances, notamment préventives, à l'arrivée en France, elles sont très différenciées et elles vont engendrer finalement des vulnérabilités de santé sexuelle qui sont différenciées entre ces deux individus notamment. Donc, ce qui est important aussi, je vais développer là-dessus, c'est qu'à mon avis, il est totalement nécessaire de prendre en compte cette diversité pour comprendre la situation que les personnes vivent en France. Donc, notamment, il y a des connaissances préventives différentes à l'arrivée, mais en fait, ces trajectoires qui se sont mises en branle dans le pays d'origine, elles vont avoir des effets relativement durables dans le pays d'installation. Et encore une fois, créer des vulnérabilités qui peuvent être assez différenciées. Donc en fait, pour moi, les catégories de santé publique, et là en l'occurrence la catégorie HSH née en Afrique subsaharienne, elle est problématique parce qu'elle est beaucoup trop générale pour saisir, à mon sens, quoi que ce soit. Elle est homogénéisante, donc elle renvoie à l'idée qu'il y aurait des caractéristiques nécessairement communes à toutes les personnes qui seraient HSH et viendraient d'Afrique subsaharienne. Et il y a aussi une dimension culturalisante, je n'ai pas trop le temps de développer ici si je veux faire vite, hein, mais disons qu'elle véhicule un certain nombre d'idées sur la façon, les possibilités de vivre sa sexualité dans ces contextes qui, encore une fois, sont assez différenciés en termes d'acceptation sociale de la sexualité entre eux. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans ces trajectoires, en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a un phénomène de coproduction des trajectoires migratoires sexuelles et préventives, c'est-à-dire qu'elles se construisent et elles s'influencent réciproquement. Donc par exemple, pour Jean, dont j'ai décrit la trajectoire et qui a un large réseau de sociabilité gay, du fait du contexte dans lequel il vient à la sexualité entre hommes, et ben ce réseau de solidarité gay, il va fonctionner pour lui comme capital migratoire et comme capital préventif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce réseau, il y a un certain nombre de ressources qui vont circuler. Par exemple, des informations sur la PrEP. C'est un de mes seuls enquêtés qui connaît en fait l'existence de la PrEP avant son arrivée en France. Donc là, c'est le capital préventif.
mais aussi comme capital migratoire, parce qu'il connaît des gens qui ont soit déjà migré, etc., des gens gays, etc., qui vont l'aider dans son parcours migratoire, mettre en place des stratégies de demande d'asile, mais qui ne va pas fonctionner, enfin, et ensuite se paxer, etc. Donc ça facilite, au contraire d'Amadou, qui disposera de ce réseau de solidarité, la trajectoire migratoire. Bon, très rapidement, en gros, j'avais un peu une hypothèse de travail au départ, c'était de me dire que le fait d'être discriminé en raison de son orientation sexuelle et de sa race, de sa position dans les rapports de race, allait nécessairement, en fait, à l'arrivée en France, créer pour les HSH nés en Afrique subsaharienne une période de précarité renforcée, beaucoup plus dure que pour les subsahariens hétérosexuels. Mais en fait, cette hypothèse, je la relativise dans mon travail, notamment en m'appuyant sur des trajectoires comme celle de Jean, où en fait le fait d'être gay, un peu sous certaines conditions, facilitait en quelque sorte l'installation en France. Donc j'en viens à mon deuxième point, donc la question des effets imbriqués du racisme et ses incidences à la fois sur le plan de la sexualité et sur le plan préventif. Donc pour illustrer ça, je vais commencer par dire en fait que certaines trajectoires qui sont sexuelles, qui sont initiées dans le pays d'origine, elles vont rendre difficile ou rendre problématique à l'arrivée en France la possibilité de se constituer un réseau de solidarité gay. Donc pour le montrer, je m'appuie sur un autre exemple, c'est le cas d'Alassane qui a 52 ans, qui est originaire du Sénégal, de Dakar. Ça fait 18 ans qu'il est en France quand je l'ai rencontré, il est naturalisé. Donc quand il est au Sénégal, il a de multiples relations très épisodiques et impersonnelles avec des hommes. Beaucoup de relations qui s'apparentent un petit peu comme aux relations qu'on peut avoir sur des lieux de drague qui sont vraiment impersonnelles, enfin, il y a juste du sexe. Donc voilà comment il décrit en fait sa sexualité entre hommes au Sénégal. Donc quand j'étais au Sénégal, je ne pouvais pas sucer un mec, je ne pouvais pas lécher un mec. Avant, je vous dis que, entre guillemets, au Sénégal, c'était comme la sexualité d'un enfant en fait. Mon partenaire, il arrive, il s'en va, enfin, en gros c'est juste pour le sexe, il n'y avait pas de préliminaire, il n'y avait pas, c'était un petit peu sec. Bon, je développe pas, mais ce que je trouve intéressant, c'est rétrospectivement qu'il qualifie là sa sexualité comme la sexualité d'un enfant, donc comme si en fait la migration était porteuse nécessairement d'une évolution ou d'une évolution positive de la sexualité. Mais la manière dont il vit cette sexualité au Sénégal, dont il expérimente cette sexualité au Sénégal, elle n'est pas en quelque sorte compatible avec les rencontres qu'il va faire en France, et il va devoir se mettre en place pour lui un processus en fait de resocialisation à la sexualité entre hommes, donc apprendre à aimer, embrasser des garçons, à faire des fellations, etc. Et bien évidemment, en fait, ce phénomène, cette sexualité-là, elle va faire l'objet d'un processus de racialisation et de relations en fait compliquées, notamment avec des gays blancs rencontrés en France. Donc là, c'est pour montrer que ça compromet notamment l'accès à des relations durables avec d'autres personnes gays quand il arrive en France. Donc, pourquoi je parle de ça et qu'est-ce que je veux essayer de montrer, toujours dans cette idée un peu critique des catégories de santé publique et de cette catégorie HSH née en Afrique subsaharienne, elle me paraît faire l'impasse en fait sur le racisme ou les processus de racisation que je viens d'illustrer à travers le cas d'Alassane. Or, s'il y a une caractéristique commune à tous les entretiens que j'ai menés avec les HSH nés en Afrique subsaharienne, c'est la confrontation au racisme à l'arrivée en France. C'est vraiment le phénomène qui est le plus partagé. Donc notamment la confrontation au racisme sexuel dont on a parlé tout à l'heure, ou les phénomènes d'exotisation, où dans le cadre de rencontres avec notamment des gays blancs, on va être posé comme ayant un pénis surdimensionné, étant une bête de sexe parce qu'on est noir. Et plus généralement, ce qui va se mettre en place aussi, c'est la confrontation en fait à des interprétations racialisantes des manières de vivre sa sexualité.
Donc c'était le cas d'Alassane, mais je l'illustre à travers un autre exemple. Donc c'est Diego qui a 28 ans, qui est originaire d'une ville du Bénin, et qui me dit ça en entretien. Quand tu es noir et que tu dis que tu es bi, parce que quand tu es noir et que tu es bi, automatiquement on te dit « Ah, c'est parce que tu viens d'Afrique ». Non, c'est pas parce que tu es c'est parce que tu es homosexuel à 100%, mais comme tu viens d'Afrique, tu n'as pas envie de faire de la peine pour tes parents, donc tu te mets avec une femme. Et il répond à ces manières de racialiser ou de culturaliser sa bisexualité. Non, on peut être bisexuel, avoir des rapports avec des hommes et des femmes, ça existe. Qu'est-ce qui se passe c'est quoi un petit peu, en tout cas, c'est des résultats intermédiaires, les effets de ce processus de racialisation chez les personnes que j'ai interrogées. En fait, c'est que pour partie, en tout cas, elles souhaitent, pour large partie, elles souhaitent en fait échapper à cette racialisation qui est problématique dans les relations entretenues, notamment avec des gays blancs. Et en fait, les personnes vont se tourner vers d'autres personnes racisées, si bien que, en tout cas dans mon échantillon, il y a une très forte endogamie raciale, c'est-à-dire que les personnes finissent par déliter et se mettre exclusivement avec d'autres personnes noires, plus largement racisées. Et en termes d'espace, il me semble que du fait de cette racialisation notamment, il y a la constitution d'espaces ou de réseaux de solidarité gay racisés. Et en fait, dans ces espaces, les connaissances préventives, elles m'apparaissent, c'est une hypothèse que je travaille, elles m'apparaissent plus lacunaires, en tout cas que dans certains espaces gays, blancs, très institutionnalisés, auxquels finalement l'accès est compromis par ce processus de racialisation. Donc là, il me semble que cette endogamie raciale, la constitution d'espaces en fait, où il y a moins de ressources préventives, ça a des incidences en fait, sur la santé sexuelle des HSH nés en Afrique subsaharienne et plus largement des HSH racisés. Donc ce racisme, en fait, il compromet l'accès aux espaces qui sont les mieux dotés en termes de prévention et plus largement aussi pour lutter contre l'hétérosexisme, c'est-à-dire pour échapper à l'ordre hétérosexiste de la société majoritaire, y compris en France. Donc là, en fait, ça diminue les ressources pour lutter contre l'homophobie, et donc on voit bien comment le racisme construit aussi l'expérience de l'homophobie ou de l'hétérosexisme. Voilà, je ne sais pas si j'ai été vite, mais si je suis dans les temps. Je dois être dans les temps, du coup. Trois choses. Ce qui m'apparaît important, c'est de reconnaître l'hétérogénéité des trajectoires des HSH migrants et ou racisés. En tout cas, si on veut travailler à défaire les vulnérabilités de santé, et notamment de santé sexuelle, parce que du coup, ces trajectoires hétérogènes, elles induisent des vulnérabilités qui ne sont pas les mêmes. Deuxième point, je pense qu'il faut mettre au centre des analyses en recherche ou pour le concret des dispositifs de prévention la question du racisme qui se combine donc avec l'hétérosexisme pour produire des vulnérabilités de santé sexuelle notamment. Et hors les catégories de santé publique, c'est pas, vous n'avez pas HSH racisé ou HSH victime de racisme, mais bien né en Afrique subsaharienne, c'est une manière de faire l'impasse sur le racisme. Et en lien avec ça, abandonner à 100%, désolé pour les anthropologues, le culturalisme qui est implicitement véhiculé par les catégories de la santé publique, et je reviens encore une fois par ces espèces de dénominations territoriales, Afrique subsaharienne, Maghreb, comme si c'était nécessairement des homogénéités culturelles, et que c'est la culture entre guillemets, qui posait problème ou qui a amené en fait des vulnérabilités de santé sexuelle. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai tenu. Là, c'est juste pour dire que je travaille à l'UNES de Lyon, mais comme dit notamment, je suis basée à Marseille. Et en fait, ça, c'est un travail que j'ai mené déjà en mémoire et que je continue en thèse. Je suis en deuxième année de thèse actuellement. Je vais commencer par définir les termes que j'emploie. Alors, le terme de trans, c'est un sujet, on a des débats autour de la définition. Moi, celle que j'utilise, c'est celle de João Gabriel. Je vais vous la lire. Donc selon lui et selon moi, être trans ne s'analyse pas à partir des identités revendiquées ou de leur absence, mais à partir de l'expérience sociale qu'on nomme transition ou des barrières entravant le fait de l'entreprendre.
que celle-ci soit physique et ou administrative, et qu'importe le type de changement qu'elle inclut. Il ne s'agit donc pas pour moi de dire qu'il existe des transitions complètes ou incomplètes en fonction du nombre de changements physiques et ou administratifs entrepris. À cela, moi j'ajoute aussi la dimension sociale. Est-ce que la personne elle a pu changer de prénom par exemple dans son entourage, changer de manière de se présenter dans ses vêtements, etc. Alors, une personne d'ascendance nord-africaine. Alors, je vais faire vite, donc je ne vais pas tout détailler, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que d'ascendance, c'est un terme que je reprends à Salima Marie, et donc ça parle spécifiquement des personnes qui sont nées en France ou qui sont arrivées très jeunes avec leurs parents, mais qui donc ont été socialisées en France. Et quand je dis nord-africain, nord-africaine, ici, je fais référence à 3 ensembles nationaux actuels, que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, qui partagent tous 3 un certain contexte postcolonial et une histoire migratoire avec la France. Alors, en termes de méthodologie, actuellement j'ai fait 23 entretiens, enfin en fait non plus, j'en ai fait 27, mais avec 23 personnes. Je ne vais pas développer toutes les caractéristiques ici, mais ma problématique de départ, c'est en fait de me demander est-ce que être d'ascendance nord-africaine en France, ça impacte le parcours de transition de ces personnes, et si oui, comment? Et donc là, plus spécifiquement sur le rapport à la santé. Donc d'abord, je vais vous parler du parcours justement de transition médicale. Alors, en termes de définition et de cadre légal, déjà, qu'est-ce qu'une transition médicale? En fait, en général, ça va impliquer pour les personnes une prise d'hormones, donc testostérone, bien progestérone, oestrogène, des opérations, donc du torse, enfin voilà, diverses opérations, qui ont des coûts, qu'on verra après. Et en termes de cadre plus général, en fait, il faut savoir qu'en 2010, il y a eu une dépsychiatrisation officielle et partielle du transsexualisme vers la catégorie de dysphorie, donc dans le DSM-5. Et en ce qui concerne la France, il y a eu un changement majeur en 2016 avec l'adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a en fait levé le besoin d'être stérilisé pour avoir accès au changement de mention de genre à l'état civil. Parce que oui, jusqu'alors, les personnes trans devaient être stérilisées en France. Alors, comment est-ce qu'on accède à la transition médicale en France? Actuellement, il y a une prise en charge par la Sécurité sociale qui est proposée au titre de la LD 31 hors liste. C'est quelque chose qui est en augmentation en termes de nombre, c'est-à-dire qu'il y a toujours de plus en plus de personnes qui en bénéficient, mais ça reste assez modeste puisque ça représente seulement 9000 personnes. Et malgré tout ça, en fait, il y a souvent des refus abusifs, que ce soit de l'accès à la LD ou que ce soit aussi de l'accès à la prise en charge. Ça entraîne des variations d'une CPAM à l'autre. Et notamment, ces refus, ils sont faits au nom d'une application du maître réseau qui en fait n'a jamais été publiée, qui n'a pas de base légale, qui demande ce qu'on appelle une entente préalable pour un accord pluridisciplinaire entre le psychiatre, le chirurgien et l'endocrinologue, notamment pour les prises en charge d'opérations. Et il demande également 2 ans d'ancienneté de suivi psychiatrique. Tout ça, en fait, c'est lié à un protocole qui avait été mis en place par un groupe de praticiens-praticiennes qui s'était un peu autoproclamé expert de la question trans, qui s'appelait avant la SOFECT et qui actuellement s'appelle la FPAT, et qui peut-être a encore changé de nom, mais nous n'oublions pas qu'ils sont. Alors, et même quand il y a une prise en charge, ça ne couvre pas les dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires, ils peuvent être très élevés, on parle de milliers d'euros, de dizaines de milliers d'euros, enfin c'est vraiment des sommes importantes. Et pour la prise en charge dans le public, il y a par contre des délais d'attente qui vont être très importants. Donc, ici j'ai l'exemple de Martha qui me parle de la prise en charge de sa mammoplastie. Elle me dit « J'ai financé l'opération entièrement avec mon argent et mes économies. On m'a prêté des thunes parce que j'ai pas pu craquer mon TEL à temps. Mais en fait, il y a 500 € de remboursés sur 7500. » Donc je dis c'est ridicule. Elle me dit oui c'est ridicule, d'autant plus que j'avais une prise mammaire assez conséquente, donc je faisais un petit P. J'en ai parlé à plusieurs meufs trans qui avaient un petit P avant de faire une augmentation mammaire. Et en fait, genre littéralement, tu demandes l'entente préalable, si tu la refuses, tu peux contester la décision. Et si tu contestes la décision, il faut aller voir un médecin de la sécurité sociale qui, en te palpant les seins, va te donner le droit ou non d'être remboursé de 500 € sur cette opération. Donc on voit bien ici aussi le caractère intrusif en fait, des démarches, des demandes de démarches, et aussi un cas de contestation. Ce protocole, il implique aussi le respect de certaines étapes. En fait. Donc, par exemple, c'est attendu qu'une personne qui veut faire une mammectomie, donc une ablation des glandes mammaires, elles doivent d'abord prendre de la testostérone. Avant la testostérone, il faut d'abord avoir fait un suivi psychiatrique. Donc, pour des personnes qui, par exemple, ne veulent pas prendre de testostérone et bénéficier quand même d'une prise en charge, par exemple comme Inès, je ne vais pas lire tous les verbatims, vu que peut-être qu'on est un peu plus vite. Ça implique en gros une course contre la montre. Ça implique de mentir déjà au patient, de dire oui, je veux prendre de la testostérone, alors que non, et du coup de jouer un peu sur ce temps de latence entre les services pour bénéficier d'une prise en charge.
Donc bien sûr, ça laisse aussi moins de marge de manœuvre sur quel praticien on se permet d'aller voir. L'accès à la testostérone, quant à lui, il est aussi conditionné. Actuellement, en fait, il est prescrit d'abord par endocrinologue. Il y a certains médecins généralistes qui acceptent de faire des primo-prescriptions, mais c'est assez rare. Et ça n'a pas trop de légal, donc c'est un peu flou. Donc là, il y a l'exemple d'Ismaël qui nous parle d'une endocrinologue qui, en fait, lui demandait 120 € de dépassement d'honoraires à chaque rendez-vous et qui, à chaque fois, projetait, en fait, de lui donner une prescription au prochain rendez-vous. Par exemple, Ismaël, à ce moment-là, il n'avait pas de revenus, donc c'est vraiment des sommes hyper importantes. Et donc ça amène les personnes à se tourner vers le public, comme Gabriel, qui me dit, là, vous me dites que je peux faire ma transition gratuite, bah ouais, même si ça va être plus dur, même si vous m'imposez les praticiens, je suis d'accord avec ça. Tout ça, c'est dans un contexte de précarité et de précarisation au travail, c'est-à-dire que les personnes trans connaissent une forte discrimination, le risque de perdre leur emploi, et également pour les personnes sur lesquelles moi je travaille, les parcours de ces personnes, en fait, elles connaissent un fort racisme en France, notamment à l'encontre des hommes comme arabes, mais aussi des femmes hijabis. Et ça vient aussi avec une structuration racialisée et genrée du travail. Et en fait, la transition, elle va venir bousculer cette structuration, en fait. Ça amène des personnes à se tourner vers de l'économie informelle, comme le travail du sexe, mais qui actuellement est criminalisé, enfin, il y a une criminalisation des clients qui en fait va exposer les TDS les plus précaires, comme Vanessa Campos. Donc ça, c'est sur Gabriel qui me dit l'oppression trans sert les impératifs du capitalisme. Le capitalisme est un monde de production reposant sur une division sexuée, donc les personnes qui transitionnent tout en transgression, non seulement sur le plan de la morale sexuelle, mais aussi sur le plan économique. Je ne vais pas vous lire l'entièreté du verbatim, mais en gros, c'est une personne qui nous explique qu'en transitionnant, elle a perdu son emploi et qu'elle ne trouvait plus d'emploi dans sa branche, qu'elle a dû faire des formations dans d'autres branches qui sont plus masculinisées pour pouvoir ensuite retrouver un emploi. Il y a aussi un enjeu qui est en fait le fait que la transition va impliquer des arrêts maladie, transition médicale ici auquel on s'intéresse, va entraîner des moments d'arrêt maladie par exemple. Et donc là il y a une difficulté d'avoir accès à ces arrêts maladie, un dédommagement en fait, financier qui permet ensuite de vivre en fait tout simplement. Donc là Gabriel par exemple exprime qu'on lui a refusé l'accès à un arrêt maladie. Dans tout ça, les personnes vont s'organiser et créer des cagnottes par exemple, c'est quelque chose d'assez courant. Mais elles sont elles aussi frappées de transphobie et de racisme, puisqu'en fait elles vont être souvent suspendues par les plateformes. Donc, par exemple, Martha nous dit, c'est le deuxième verbatim, Litchi a décidé de la fermer. Du coup, les sous sont hold on. J'ai jamais pu toucher une seule thune de ce qu'il y a là-dessus. J'ai envoyé plusieurs mails et j'ai fini par claquer l'affaire parce que je ne me voyais pas me battre avec une plateforme qui a littéralement n'en a rien à foutre d'une meuf trans. Elle pointait aussi également le fait que c'était d'autant plus courant avec les personnes qui sont travailleuses du sexe et qui l'affichent en fait sur ces cagnottes. Sur ces plateformes. Et il y a une étude aux États-Unis, il n'y en a pas en France à ma connaissance, mais qui montre qu'en fait, ce sont des hommes trans blancs, valides, qui sont dans les états les moins discriminants aux États-Unis, qui arrivent au plus proche de leurs objectifs. Donc on voit ici qu'il y a une reconduction en fait, des structurations racistes et transphobes. Alors la transition médicale, c'est pas tout. Dans le rapport à la santé, en fait, les personnes trans, elles ne vont pas voir le médecin que pour leur transition. Alors, ce qui se passe dans le rapport à la santé, c'est qu'il y a une cisnormativité, donc de l'inattendu au refus, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe qu'il y a un effacement des personnes trans dans le rapport de la santé. Il peut être passif, c'est-à-dire qu'il y a un manque de connaissances, une idée préconçue qu'une information spécifique aux personnes trans n'est pas importante ou pertinente, et ça peut aussi être plus actif. Donc quand c'est actif, c'est par exemple des réponses qui vont de l'inconfort visible au refus de prise en charge, ou voire même à la réponse violente dans le but d'intimider. Pourtant, ces personnes trans nord-africaines, elles connaissent en fait des risques psychosociaux spécifiques, puisque on le sait, en fait, l'inégalité sociale, elle crée des inégalités de santé. Ça entraîne des barrières à l'accès aux soins, et donc l'anticipation de la transphobie et du racisme, en fait, en cascade, ça va faire que les personnes vont éviter les soins. C'est des choses que je retrouve fréquemment sur le terrain. Les gens n'osent pas en fait aller voir les médecins. Et donc, ont un recours aux soins qui va être plus curatif que préventif. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir le médecin quand vraiment c'est nécessaire, en fait, quand il n'y a plus le choix. Quand on est trans, un des enjeux, c'est aussi qu'on est soi-même un embryon administratif. Donc, par exemple, Gabriel me dit, j'appelle la Sécu, je ne sais même plus pourquoi. Comme d'habitude, on me demande mon numéro de Sécu, qui commence par un 2. Donc 2, c'est un marqueur féminin de sécurité sociale en France, alors que lui, c'est un trans. Donc ça, c'est avant son changement à l'état civil, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le changement de 1 au 2, enfin de 2 au 1.
Et donc, il me dit, t'imagines bien, la femme au bout du fil? Non. Ah bah si madame, si ça commence. Elle me fait, non, ça commence pas par un 2. Ça m'est arrivé que quand je dis ça, on m'a raccroché au nez. Donc après, il raconte qu'il a dû par exemple donner le nom de jeune fille de sa mère, enfin des choses un peu cocasses, pour avoir accès à ces fiches de soins qui des fois étaient même dans le cadre de sa transition médicale. Un autre risque, c'est le risque d'être outé, donc le fait que le dead name, donc l'ancien prénom de la personne, soit inscrit sur les ordonnances, et par exemple va être dit à haute voix dans sa pharmacie de quartier. Donc lui, il va être amené à finalement aller dans une autre pharmacie, loin de chez lui, donc il prend du retard, il a la flemme d'y aller, il prend du retard dans ses injections. Enfin, on voit en fait un peu comment tout peut être relié ici. Donc il y a des voies de travers, je ne vais pas développer ici. Il y a aussi le cas de la santé mentale en fait. Donc la santé mentale, c'est un enjeu pour les personnes d'ascendance nord-africaine en général, puisqu'elles subissent le racisme. Elles ont aussi des enjeux de transmission générationnelle de trauma, que ce soit trauma colonial ou migratoire. Mais c'est des thématiques qui sont assez peu reconnues en France actuellement. On l'a vu tout à l'heure aussi, c'est lié au régime universaliste français. Pour les personnes trans, ce qui est documenté de manière assez claire, c'est la sursuicidalité, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont faire des tentatives de suicide. Moi, c'est des choses que je retrouve beaucoup en entretien. Et face à ça, il y a une appréhension, encore une fois, du racisme et de la transphobie des personnes qui travaillent dans la santé psy. Donc ça amène à des autocensures et de l'évitement. Par exemple, chez Razad, on dit j'ai fait une TS, en fait, ce qui est très lié aussi à ma transféminité. Les autres médecins, quand j'étais hospitalisée, parlaient de moi en parlant de la transsexualité. Je pense que voilà, c'est un des obstacles majeurs qui explique que je ne me sens pas à l'aise de lui en parler. Dans sa bouche, à Sherazade, vraiment, le terme transsexuel, c'est une insulte. C'est une forte psychiatrisation et c'est lié à l'histoire de la prise en charge des personnes trans, notamment des femmes trans par la médecine. Une autre conséquence qui touche spécifiquement les personnes d'ascendance nord-africaine, c'est une forme de cloisonnement du sujet. Par exemple, Abir me dit, c'est des trucs racistes, je ne pouvais pas trop en parler parce que les psys blancs, ils ne comprennent rien en fait. Donc par exemple, Abir va avoir un suivi psy où elle va s'autoriser à parler des enjeux trans avec son psy, mais pas des enjeux racistes. Alors en fait, c'est la même personne en bout de course. Alors j'avais fait un focus gynécologique, mais je vais peut-être passer vu qu'on a dit que ça allait être un peu plus rapide. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que les personnes transmasculines, il n'y a pas de documentation, pas de prise en charge, c'est très difficile. Voilà, on va faire court. Voilà. Mais il y a des ressources, il y a une personne qui a fait un mémoire dessus et qui est super. Je peux juste dire son nom quand même. Je crois que je le dis en conclusion. Et la dernière partie que je voulais aborder avec vous, c'est justement la question du racisme en santé et en transition. Alors, actuellement, la santé, en fait, le domaine du milieu médical, c'est le lieu d'un racisme méconnu. Donc ici, je cite le nom d'un article de Marguerite Conny. Il y a des études récentes, mais il y a peu de ressources, notamment pour des personnes racisées qui seraient nées en France. C'est-à-dire qu'on a pas mal de ressources pour des personnes qui ont des parcours de migration, qui ont recours à l'AME, mais sur le racisme en tant que tel, pas lié forcément à la migration, il y a assez peu de ressources. Même si, alors, dans ces ressources-là, il y a un ciscentrisme constant, c'est-à-dire qu'on nous répète toujours, quand je lis des articles, que le genre est très important, mais on ne sait jamais si les personnes sont cis, donc on va se dire qu'a priori elles sont cis, mais il y a cet enjeu-là qui n'est pas pris en charge, en fait. Alors, quelques éléments quand même que j'ai pu relever dans l'état de l'art, c'est que dans les années 90, par exemple, il y a une hausse des hospitalisations psy des hommes nord-africains pour, je cite, les contenir, et qu'ils ont connu dans ce cas-là des vexations quotidiennes jusqu'à des privations de droits, notamment sur l'alimentation. Ce qui a été relevé également, c'est que les spécialistes les plus discriminants en raison de l'origine, donc ici c'était une étude à partir des noms des personnes, enfin des noms de famille auxquels les praticiens refusaient d'accéder aux soins, c'était les psychiatres, les endocrinologues et les gynécologues. C'est des gens qu'on a déjà vus dans le début de la présentation, donc on voit que c'est des personnages clés en fait de l'accès aux personnes trans, à leur santé, à la transition médicale, mais aussi à la santé de manière générale. Également, quelque chose qui a été relevé, c'était le fait que le recours il est assez important, enfin il est plus important aux dispositifs de CMU et d'AME pour les personnes racisées et non blanches, et que ce sont ces dispositifs-là qui connaissent le plus de refus de soins. Donc tout ça, ça nous amène donc à constater des refus de soins fréquents, et donc aussi des évitements. Et in fine, en cascade, en fait, c'est des risques plus élevés. Par exemple, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'il y a eu un risque plus élevé de décès par cancer de l'utérus pour des femmes marocaines parce qu'elles faisaient moins de consultations gynécologiques. Alors, bon, il n'y a pas eu d'étude sur les personnes transmasculines d'ascendance nord-africaine, mais on peut peut-être faire l'hypothèse qu'a priori, ces personnes-là n'ont pas non plus beaucoup voir le gynéco par évitement. J'avais peut-être un témoignage là-dessus, mais...
Alors, la conséquence, c'est bien sûr le fait que des personnes vont donc redouter ne serait-ce que la prise de rendez-vous. Donc, on est en amont du rendez-vous. Et par exemple, Dawn me dit, quand je cherche un nouveau médecin, quand je passe plein de coups de téléphone, j'ai toujours peur du moment où je vais dire mon nom de famille. J'arrive jamais à savoir, parce que ça m'est arrivé plein de fois, et je peux pas savoir si c'est lié, ou quand je vais dire mon nom, donc mon nom de famille, on va me dire qu'il n'y a pas de place. Sofiane Akini-Pounkou, donc ça c'est un extrait d'Afro-Trans, un recueil de cases rebelles, écrit par des personnes afrodescendantes trans, nous dit qu'il a dû changer de médecin généraliste. Je cite, 2 ans après ma dernière grossesse, je prenais des hormones et donc forcément je lui ai dit, avoir un homme noir nord-africain trans dans son cabinet, ça semblait clairement insupportable pour elle. J'ai changé de médecin généraliste, c'était insupportable. La question en creux, c'est aussi quel accès on a, quelle possibilité on a de changer de médecin, donc il y a aussi des fortes disparités géographiques. Je ne développe pas là-dessus, là, mais... Enfin, une dernière chose qui est assez documentée sur le racisme en milieu médical, c'est la question du syndrome méditerranéen. Alors, je n'ai pas mis de définition ici, mais le syndrome méditerranéen, c'est quelque chose qui prétend que les personnes noires et comme arabes, notamment en France, en fait, sentiraient moins de douleur et donc aussi surdéclareraient leur douleur. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils disent qu'ils ont mal, en fait, ils n'ont pas vraiment mal, ces gens-là. C'est ça le discours qui est dit. Et donc, il y a notamment Mémé dans Afro-Trans, donc le cases rebelles, qui nous fait remarquer à propos du laser NDIAG. En fait, ce laser-là, c'est un laser qui est utilisé pour l'épilation de la barbe par les femmes trans non blanches. C'est-à-dire que ce modèle-là, c'est un modèle spécifique. Et en fait, ce modèle-là, il a été reconnu comme étant plus douloureux que le modèle qui est utilisé pour les peaux blanches. Et donc elle nous dit, peut-on imaginer un monde où la technique la plus douloureuse serait destinée aux peaux blanches? C'est une question rhétorique, mais... et donc en fait, ces choses-là vont se mêler avec le vécu trans. Par exemple, Gabriel nous dit, du moment que tu es racisé, on ne va pas te prendre en considération. Et même quand tu es trop gentil à pas te plaindre de ta douleur, du coup il t'oublie et tu fais un début de péritonite à cause d'eux. Je vais pas te mentir, je sais pas si c'est parce que j'ai subi des opérations liées à la transidentité avant et que du coup j'encaisse facilement la douleur ou si c'est juste naturel. Quand ils m'ont opéré, j'ai fait un début de péritonite tellement ils m'ont laissé. Donc voilà, je sais pas dans quelle mesure c'est intériorisé de j'ai pas envie d'embêter le corps médical ou de toute façon il va pas me prendre au sérieux parce que je suis arabe ou bien la honte d'avoir mal. Donc on voit ici aussi que même en fait en amont de qu'est-ce qui se passe avec le milieu médical, il y a aussi la question de l'interaction, parce que là vraiment il y a une intériorisation en fait que peut-être sa plainte va être délégitimée du fait de sa racialisation. Il y avait une anecdote qui m'avait été donnée, enfin un récit qui m'avait été donné aussi de Ismaël, qui a fait une retouche de mammectomie en anesthésie locale et il se plaignait auprès de son chirurgien de sentir tout et d'avoir mal, de ne pas avoir été bien anesthésié, et où le médecin lui a tout simplement dit non, vous n'avez pas mal, c'est faux, et a continué l'opération. Donc voilà, ce sont des exemples de choses qui peuvent arriver. Et donc en conclusion, donc si je résume un peu ce que j'ai dit, actuellement en France, l'accès à la transition médicale elle reste encore difficile, notamment liés à des financements qui sont incertains. Ces financements ils sont d'autant plus incertains que ces personnes font face à une précarisation au travail sous les coups à la fois du racisme et du sexisme, donc de la transphobie. Et l'institution médicale, en fait, est à mon sens un haut lieu de cette transphobie et du racisme, même si pour le racisme ça reste un peu moins documenté. Alors j'ai aussi plus de mal à avoir en entretien des personnes qui vont me dire d'emblée en fait qu'elles ont vécu du racisme au milieu médical, alors pour la transphobie ça va venir plus facilement dans la discussion. Et en perspective, documenter ce racisme médical, voilà ce que j'essaie de faire, et de réfléchir à son croisement avec la transitude, avec le fait d'être trans. Aussi le fait de relayer les publications sur les bonnes pratiques. Donc par exemple il y a Couder de 2022, donc là c'était le travail dont je parlais en gynécologie, qui en fait a travaillé sur l'accueil des personnes transmasculines dans les gynéco avec des soignants aussi, enfin auprès des sociétés d'entretien avec des soignants qui avaient ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Et enfin soutenir le travail associatif trans et antiraciste, y compris dans la lutte anti-islamophobie. Et voilà, je vais vous laisser avec la bibliographie. Merci. Merci beaucoup, Nour. On va enchaîner avec les questions. Le plus succinct possible. On accuse un retard de plus d'une demi-heure, je crois.
Merci à vous deux. Moi, Damien, j'ai une question pour toi. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pardon. C'est pas drôle. Mais c'est dans un extrait d'entretien où il y a un de tes enquêtés qui dit, qui dit qu'il a comme une sexualité d'un enfant. Et je voulais savoir si, à ton sens, c'était une forme de métaphorisation de l'usage de l'enfance, comme on peut le voir et comme l'a très bien développé Tal Peter Brotmers dans son travail de thèse, ou si il aurait vécu de la violence et du coup de la violence sexuelle sur mineurs, et que du coup la sexualité d'un enfant ce serait pour évoquer ce type de pratique-là. Enfin voilà, moi j'ai eu une sorte de bug en t'écoutant lire l'entretien et je me suis dit que c'était peut-être, bon, du coup ça désoriente par rapport au sujet, mais voilà, j'ai l'impression que toi, ton interprétation c'était de dire il y a un stade non avancé de la sexualité qui est lié à une vision raciste et culturaliste de la sexualité et qu'il a intériorisé en le posant, mais je sais pas, je voulais avoir une forme de certitude vis-à-vis de ça. Oui, en tout cas, c'est un peu l'interprétation que je propose, mais bon, disons que là, le verbatim est court. En fait, après, il explique voilà, que quelque part, il a grandi, je ne sais plus quels sont les termes exacts, mais donc, en tout cas, c'est mon interprétation. Après, c'est intéressant, pour le coup, les cas de violence sexuelle dans l'enfance sont hyper importants, en fait, dans mon échantillon. Et lui, c'est son cas, en fait. Voilà. Bonjour, merci pour vos interventions. Une question ou une réaction par rapport à ce dont vous témoignez dans la mammectomie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans la santé qui concernent des rapports de domination et d'étrangeté. C'est-à-dire une femme qui aura un gynéco-homme ou bien un gynéco un obstétricien qui voulait me faire la césarienne avant, parce que l'enfant n'arrivait pas, et qui m'a dit, moi j'ai dit non, je ne veux pas, je voudrais accoucher par le bas, et il me dit, je ne suis pas marchand de tapis, moi je suis afghane. Bon, c'est pas, je ne le savais pas, mais il y a le truc de la négociation, etc. La question c'est tout ce que vous repérez en termes de violence à l'égard des personnes trans et racisées. Moi, il me semble faire écho déjà à des violences que subissent les femmes, je dis ça parce que j'en suis, et qui a eu un itinéraire gynécologique, disons, voilà. Et aussi d'altérité de manière beaucoup plus générale. Et est-ce que la question trans, c'est pas un renforcement maximal de l'altérité, quelque chose qui se voit, parce que tout à l'heure on parlait de visibilité, et ça me semblait fort, alors que d'être une femme, ça se voit pas, je sais pas, mais qu'il y a aussi des violences, que ça se voit pas, je sais pas. Je suis peut-être maladroite, excusez-moi dans ma question, mais la question c'était les rapports de domination. Merci pour votre question. Alors déjà par rapport aux violences vécues en tant que femme, en fait, par exemple pour beaucoup de personnes transmasculines, c'est des choses que ces personnes ont vécues en fait, donc il peut avoir un impact. Pour les femmes trans aussi, parce qu'en fait, être une femme c'est pas dit, mais en fait, il y a des femmes trans qui sont passées par des moments où elles vont peut-être justement être visibles. Moi j'ai l'impression que si on fait un écho par rapport aussi aux discussions de cet après-midi, en fait, moi, ça me rappelle la question sur les folles, est-ce qu'on va être une folle à Paris, etc. On ne veut pas s'associer à quelque chose qui serait visible. En fait, sur la question trans, on est direct les deux pieds là-dedans, en fait. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, à mon sens, je dévie un peu de la question médicale, mais qui fait qu'on a un rapport différent à la notion du coming out, par exemple. Parce qu'en fait, faire un coming out LGB, en fait, sur l'orientation, il y a toute cette idée aussi que la sexualité est privée. Mais en fait, le genre, il n'est pas autant privé. C'est-à-dire que le genre, il est inscrit en premier numéro de sécu. Premier numéro de sécu, il est donné à l'employeur. C'est inscrit sur l'état civil, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ça pose des questions. Il y avait notamment Mohamed Mak qui a fait un livre qui s'appelle Sexagone, qui est super intéressant. Et il y a un petit paragraphe où il dit, sur cette question il y a eu tout un développement autour de l'idée qu'il y aurait
disons une mise en valeur de la clandestinité sexuelle, notamment des pratiques gays ou LGBT de manière générale. Mais en fait, il dit ça laisse quelle place pour les personnes trans dans ces espaces, et notamment ce qu'il appelle les présences un peu flamboyantes, quoi. Les personnes qui ne peuvent pas en fait réprimer, ou alors qu'est-ce qui réprime, mais du coup quel impact ça a en fait, parce que c'est pas que réprimer sa sexualité, c'est aussi réprimer qui on est, enfin c'est pas une pratique, je sais pas comment dire, mais bon, je pourrais développer des heures là-dessus, mais voilà, du coup il y a ça quand même, je pense, qui fait qu'il y a quelque chose d'assez frontal en fait dans la manière dont les personnes trans peuvent être traitées. Après, il y a aussi du coup des pratiques trans qui vont être de ne pas dire aux médecins qu'on est trans, mais ça c'est possible seulement pour les personnes qui parlent, je parle de personnes qui ont une transition médicale et administrative, c'est possible soit du coup en amont en fait, de la transition, en fait on ne sait rien, ou bien quand tout a été fait, mais c'est long, enfin, c'est tout un parcours quoi. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu trop, mais en tout cas sur l'altérité, je pense que c'est quelque chose. Je pense que la question de trans, il y a quelque chose aussi qui est assez fort, qui est qu'en fait l'altérité, on est tellement dans l'altérité des fois qu'il n'y a pas besoin que ce soit dit. Donc par exemple, quand je dis pour moi, quand je lis les articles, il y a écrit le genre est très important, mais on ne sait même pas si les personnes sont cis ou trans, parce qu'en fait, on part du principe que les personnes sont cis. En fait, c'est. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment le privilège cis sexuel qu'a développé Julia Serrano, quoi. Encore moi. Bonjour, merci pour vos interventions. J'avais une question pour nous, plus spécifiquement. Je suis psy, j'ai eu l'occasion dans la pratique de travailler avec des personnes trans. Et je trouve que tu as fait un commentaire très intéressant, mais rapidement tu as dit que les personnes sont peut-être vont être peut-être plus facilement parler de leur expérience de transphobie ou que de racisme par exemple dans le milieu médical. Et pourquoi à ton avis c'est le cas? En vérité, je pense que c'est une question que j'aimerais poser à Damien aussi. Il y a tout le monde dans la salle. En fait, c'était un peu la question, enfin pas tant la comparaison transphobie-racisme, mais la question de qu'est-ce qui fait que peut-être le racisme dans le milieu médical reste en fait si méconnu et assez peu documenté. Enfin, moi, je pense que c'est quelque chose qui moi m'intéresse en fait. Alors, pour moi, la première piste, c'est vraiment la piste de la manière dont le racisme est pensé en France. En fait, il y a vraiment un tableau autour de la question raciale, qui se retrouve à l'université, mais du coup aussi dans le milieu médical. Une autre chose qu'amenait Marguerite Cognier dans son travail, c'était de dire en fait qu'il y avait un enjeu spécifique autour du fait que la santé, c'est un espace où on prétend, ou en tout cas l'objectif en fait, a priori, c'est de prendre soin de la personne. Donc déjà d'emblée, il y a un paradoxe de se dire en fait cet espace sur un espace de violence, alors que c'est censé être un espace de soins. Donc là, ça c'est déjà deux éléments. Et après, moi je pense, j'ai l'impression que c'est lié aussi à la manière dont c'est plus ou moins frontal. Donc, par exemple, comme je disais, en fait, être trans, c'est assez frontal, notamment en rapport à la carte vitale. La carte vitale, c'est quand même quelque chose d'assez central dans l'espace de soins en France. Alors que le nom, par exemple, le fait que ça passe par le patronyme, soit dans le témoignage de Doud, mais aussi dans l'étude, par exemple, qui a été faite, qui est de dire, en fait, la personne va être rejetée en raison de son patronyme, c'est déjà beaucoup plus un peu flou, quoi. Je veux dire, moi, des remarques sur mon nom, j'en ai tout le temps. Alors, il y a par exemple pas d'une personne qui va me dire votre nom, il est de quelle origine, nanana. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est? Après, il y a par exemple une kiné qui m'a dit une fois votre nom il est barbare. Et du coup, là on est déjà dans quelque chose qui est plus explicite. Mais en fait, l'explicitation, elle est rare et elle est difficile à obtenir, j'ai l'impression. Je sais pas, moi c'était des hypothèses que j'avais. Moi je vais pas pouvoir répondre à la question, mais en tout cas ce qui est clair dans mon terrain, c'est que à partir d'entretien, cette question n'est pas possible à documenter. Quand je pose la question, est-ce que vous avez été confronté à des formes de traitement inégalitaire? Parfois j'utilise le mot racisme dans le milieu médical, les gens me répondent non en fait. Le milieu médical, c'est le seul milieu où il n'y a pas de problème.
Or, moi je suis aussi enseignant en formation de soins infirmiers, et donc je sais, mais vraiment je le sais, que les catégories raciales sont des catégories mais vraiment quotidiennes, et quasiment, plus que quotidiennes, la pratique médicale et paramédicale. Donc c'est pas possible en fait, il n'y a pas de traitement différentiel. Mais voilà, je crois que moi là, mon dispositif d'enquête, il a cette limite que je suis dépendant des catégories aussi de perception et de conceptualisation du racisme de mes enquêtés, et des effets aussi de masquer le fait de ne pas verbaliser les catégories de la pratique médicale en face de patients racisés, etc. Donc il y aurait des super enquêtes à mener par observation, qui seraient top, mais par entretien, ça marche pas. Trop. J'ai l'impression que si par rapport justement à ce parallèle entre transphobie et racisme, en fait il y a eu un travail associatif trans très très fort de mobilisation par rapport aux médecins en fait. Et du coup il y a quelque chose qui est, j'ai l'impression qu'il va, pour des personnes qui sont à la fois trans et non blanches en France, il y a la catégorie de la transphobie va être plus lisible en fait, d'emblée, j'ai l'impression, que la question du racisme. Et en fait, on voit que même les personnes qui se sont organisées, je pense par le collectif chinois, comme ça, ont été décrédibilisées par des associations qui se prétendent antiracistes. On en est à ce niveau quand même en France, donc je pense que c'est difficile aussi après pour des personnes qui ne sont pas nécessairement militantes sur ces questions, de se saisir en fait d'une lisibilité de ce qui se passe comme étant du racisme. Je pense que ça peut être un effet aussi de contraste en fait dans le vécu de ces personnes. Bonjour, je reviens sur votre intervention. En ce qui concerne la prise en charge dans les hôpitaux pour les patients trans, la prise en charge a beaucoup évolué. Vous savez très bien, je pense, et aujourd'hui, dans les services dédiés, comme il y en a beaucoup en France, il y a de moins en moins de problèmes puisque les gens sont formés, etc. Après, effectivement, dès qu'on sort de ces services-là, qu'on va avoir un médecin généraliste ou un médecin d'une autre spécialité qui ne serait pas trans, qui ne serait pas une spécialité pour les trans, effectivement, le rejet peut tout d'un coup réapparaître et même les personnes trans hésitent beaucoup avant d'aller voir un médecin et évitent les médecins. Et pour revenir sur ce que disait la dame sur les douleurs et le fait de décrédibiliser un peu les femmes dans le milieu médical, il y a une sorte d'androcentrisme comme ça envers les femmes et que leur corps est médicalisé, en plus leur parole est décrédibilisée en ce qui concerne les douleurs. Pour les trans, c'est pareil, si ce n'est pire, parce que par exemple la vaginoplastie, lorsque les femmes trans font une vaginoplastie, toute leur vie sexuelle, d'après la vaginoplastie, elles ne sont pas accompagnées là-dessus. Quand elles ont des problèmes, elles en ont énormément, comme des infections, etc. On leur explique que c'est toutes les femmes qui l'ont, et du coup, c'est à peu près les mêmes problèmes pour les femmes trans. C'est juste une remarque, mais sur la question du racisme dans le monde de la santé, en fait, ça peut peut-être se mesurer aussi avec le non-accès aux soins pour des raisons, par exemple, d'allophonie, du fait du non-recours à l'interprétariat dans les lieux de soins, et qui font qu'en fait, certaines personnes n'ont pas accès. Alors, pas spécifiquement pour les personnes trans, mais de manière générale pour les personnes allophones. Et je pense que ça fait partie des mécanismes de racisme en France et de racisme structurel en France, de ne pas mettre en place des dispositifs qui permettent aux personnes d'avoir accès aux soins. Ouais, je voulais aussi faire une remarque sur la question du racisme et de la médecine. En fait, on vit dans un pays où la médecine moderne, elle s'est constituée à travers la colonisation, la racialisation, la binarisation des genres, la différence des sexes. Et en fait, on ne peut pas se dire que la médecine aujourd'hui, elle est hors de ça. Elle a été créée là-dessus avec une différenciation de la manière dont dont on prend soin d'individus et on maintient des populations en santé. Pardon, ce qui est une remarque. Merci. Merci, on va arrêter là pour ne pas finir à 22h parce que je pense qu'il y a matière à discuter jusqu'à demain matin. Donc on prend une dernière pause. Oui.
avant la seconde table ronde. Merci beaucoup.